Tu as déjà relu un message 10 fois en cherchant ce qu'il voulait vraiment dire? Tu as déjà tout donné à quelqu'un et eu peur que ce ne soit jamais assez? Tu as déjà aimé si fort que ça faisait mal sans comprendre pourquoi? Bienvenue dans nos empreintes amoureuses. 4 femmes, des histoires qui te ressemblent et peut-être enfin des réponses. Dans cet épisode, tu vas passer une nuit avec Jade, 34 ans, graphiste freelance. Elle vit seule avec son chat, Pixel. Elle est créative, hypersensible, généreuse. Le genre de personne qui remarque quand tu ne vas pas bien avant même que tu le dises. Tout le monde l'aime, sauf elle-même, certaines nuits. Ce soir, il est 3h du matin et Jade attend. 22h18. C'est l'heure à laquelle il a lu mon message. Je le sais parce que j'ai vérifié, plusieurs fois. La première juste après l'avoir envoyé, pour voir s'il répondait vite. La deuxième, 20 minutes plus tard. La troisième, en me disant que c'était la dernière. Il est maintenant 3h07 du matin, je n'ai pas dormi. J'ai posé mon téléphone sur la table de nuit, écran vers le bas, pour ne pas regarder. Ça a duré 4 minutes, puis je l'ai retourné. Rien. J'ai commencé à écrire un message. Tout va bien? J'ai effacé, trop inquiet. J'ai écrit. Je pensais à toi. J'ai effacé aussi, trop vulnérable. J'ai écrit. Tu dors? J'ai effacé, trop désespéré. Alors j'ai posé le téléphone et j'ai regardé le plafond. Pixel s'est installé sur ma poitrine. Il ronronne. Lui au moins, il n'a pas besoin que je sois autre chose que ce que je suis. Mathieu et moi, on se voit depuis 6 semaines. Ce n'est pas encore officiel. Ce n'est pas encore rien non plus. On a passé 3 week-ends ensemble. Il m'a dit que j'étais différente des autres. Je n'ai pas su quoi répondre. J'ai souri et j'ai changé de sujet. Parce que quelque chose en moi a immédiatement pensé « il dit ça à tout le monde ». Ce soir, on devait se voir. Il a annulé en fin d'après-midi. Un empêchement au travail. C'était un message court, gentil, sans point d'interrogation à la fin. Pas de « on reporte ?» Juste « désolé pour ce soir, grosse journée ». Depuis, le silence. Et moi, dans mon lit à 3h du matin, je construis des scénarios. Il regrette de m'avoir dit que j'étais différente. Il a rencontré quelqu'un d'autre. Il testait si j'allais insister. Et puisque je n'ai pas insisté, il a conclu que je m'en fichais. Il a compris que j'étais trop intense. Il va disparaître, comme les autres. Les autres. Parce qu'il y a toujours eu les autres. Et ils finissent toujours, tous, par partir. Le truc avec moi, c'est que je sais. Je sais que je suis en train de m'emballer. Je sais que 6 semaines, c'est trop tôt pour paniquer parce qu'un homme n'a pas répondu à un message en 5 heures. Je sais que la plupart des gens, les gens normaux, comme dit ma mère, auraient posé leur téléphone et dormi. Mais savoir ne change rien à ce que je ressens. Et c'est ça le plus épuisant. Cette double vie intérieure. La partie de moi qui analyse, qui relativise, qui dit « Jade, arrête ». Et l'autre partie, la plus forte, celle qui a peur, qui surveille, qui calcule. Combien de temps entre mes messages et les siens? Le nombre de mots dans ses réponses. Est-ce qu'il a mis moins d'émojis qu'avant? Est-ce qu'il a écrit bisous ou bise ou rien du tout? Je fais ça avec tout le monde en fait. Pas seulement avec les hommes que j'aime, avec mes amis aussi, avec mes clients. Si Laure met 3 jours à répondre à mon message, je me demande ce que j'ai fait. Si un client reformule ma proposition sans me dire pourquoi, je passe la nuit à me demander si mon travail était nul. J'ai besoin de savoir que je compte, tout le temps, partout, pour tout le monde. Et je sais que c'est trop demander. Alors je ne demande jamais. Je surveille en silence. Et j'attends. À un moment, vers 1h du matin, j'ai failli appeler Laure. On fait ça parfois. On s'appelle la nuit quand ça ne va pas.
Mais je me suis retenue, parce que j'ai honte. Honte de ne pas dormir à cause d'un homme qui n'a pas répondu à mon message. Honte d'être encore là, à 34 ans, à vivre ça. Tu es trop dans ta tête, Jade. C'est ce que me disait mon ex, Thomas. Il disait ça avec une sorte de lassitude, comme si être dans ma tête était un défaut qu'il avait appris à supporter. Au bout de 2 ans, il ne le supportait plus. Avant lui, il y avait Romain. Romain qui disparaissait des jours entiers sans prévenir, et réapparaissait comme si de rien n'était. Et moi, je faisais semblant que ça allait. Je souriais. Je disais, pas de problème. Mais la nuit, je comptais les heures. Et avant Romain, il y avait d'autres. Et avant les autres, il y avait déjà cette sensation, ce fond d'inquiétude permanente que j'ai toujours cru être juste, moi, ma nature, mon caractère. Peut-être que certaines personnes sont faites pour l'amour facile, et d'autres, comme moi, sont faites pour l'amour compliqué. À 2h du matin, j'ai arrêté de regarder mon téléphone. Pas parce que j'avais décidé de ne plus le faire, mais parce que je me suis mise à penser à ma mère. Je ne sais pas pourquoi elle m'est revenue à ce moment-là. Enfin si, je sais. Ma mère et moi, c'est compliqué. C'est le mot que j'utilise quand je ne veux pas vraiment expliquer. Compliqué. Elle est là. Elle a toujours été là. Présente, impliquée, qui appelle 2 ou 3 fois par semaine, qui s'inquiète, qui demande. Mais sa présence à elle, c'est particulier. Quand j'avais 8 ans, je rentrais de l'école et je lisais son humeur avant même qu'elle parle. La façon dont elle posait son sac. Si elle soupirait en me voyant ou si elle souriait. Si le dîner allait être silencieux ou si elle allait me raconter sa journée. Je m'adaptais en fonction. Je disparaissais dans ma chambre quand elle était tendue. Je devenais l'enfant parfaite quand elle avait besoin d'être fière. Elle critique beaucoup, pas méchamment, elle ne le fait pas exprès, j'en suis sûre. Mais il y a toujours quelque chose. Ma coiffure, mes choix professionnels. Graphiste freelance, c'est bien, mais c'est stable ça? Les hommes que j'aime. Il a l'air sympa, mais tu sais, Jade, tu as tendance à idéaliser. Mon appartement, ma façon de manger, la façon dont je gère mon argent. Et puis il y a les comparaisons. Ma cousine Sarah qui a un CDI, un mari, un pavillon en banlieue. Je dis pas que c'est mieux, hein. Je dis juste que c'est rassurant pour une mère. Chaque appel se termine pareil. Je raccroche avec cette sensation étrange, à la fois soulagée qu'elle soit là et épuisée d'avoir essayé, une fois de plus, d'être suffisante à ses yeux. Suffisante, c'est le mot. Je n'ai jamais été sûre d'être suffisante pour ma mère. Pas vraiment. Il y avait toujours un « mais », un « dommage que », un « tu aurais pu ». Et ce soir dans mon lit, je réalise quelque chose. Ce que j'attends de Mathieu, cette preuve qu'il est encore là, que je compte, que je suis suffisante, c'est exactement ce que j'ai attendu d'elle pendant toute mon enfance. Ce signe, ce regard qui dit « tu es bien comme tu es ». Tu n'as pas à surveiller, à t'adapter, à être parfaite. Je suis là, tu peux te détendre. Ce signe que je n'ai jamais vraiment reçu. Et alors je le cherche, partout, dans les yeux de Mathieu, dans les réponses de Laure, dans les retours de mes clients, dans le nombre de likes sous mes posts. Je cherche depuis des années quelque chose que je n'arrive pas à nommer. Et ce soir, à 2h du matin, quelque chose commence à s'éclairer. Il est 4h45 quand mon téléphone vibre. Un message de Mathieu. Désolé, réunion de crise jusqu'à pas d'heure. Je pense à toi. On reporte à samedi? Je lis le message 3 fois. Je sens le soulagement physique, immédiat, comme si quelqu'un avait desserré un étau autour de mes poumons. Et juste après le soulagement, quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Une question, petite, discrète, que je n'avais jamais vraiment entendue avant. Pourquoi j'ai eu si peur? Il était en réunion, c'était rien, c'était juste une soirée de travail. Et moi, j'ai passé 6 heures à construire sa disparition dans ma tête,
sa trahison, mon abandon. Je pose le téléphone sur ma poitrine. Pixel s'étire à côté de moi. Je ne réponds pas tout de suite à Mathieu. Pour la première fois depuis des semaines, je laisse passer quelques minutes sans rien faire. Juste rester là, avec cette question. Pourquoi j'ai si peur ? Dehors, il commence à faire légèrement moins noir. Pas encore le jour. Juste cette heure étrange entre la nuit et l'aube, où tout est suspendu. Je pense à ma mère, à Thomas, à Romain, à l'enfant que j'étais sur le pas de ma chambre, qui lisait les humeurs pour savoir si elle était aimée. Je ne sais pas encore quoi faire de tout ça. Mais c'est la première fois que je me pose la vraie question. Et quelque chose me dit que c'est important. Ce que tu viens de vivre avec Jade, ça s'appelle une nuit avec l'attachement anxieux. Et si tu t'es reconnu quelque part, dans les vérifications, dans les scénarios construits à partir de rien, dans cette fatigue d'être trop dans ta tête, je veux d'abord te dire ceci. Ce n'est pas un défaut, ce n'est pas ta nature, ce n'est pas qui tu es, c'est ce que tu as appris. L'attachement anxieux. Alors c'est quoi concrètement ? C'est un style relationnel qui se construit dans l'enfance, en réponse à une réalité simple et douloureuse. Les personnes qui devaient nous aimer de manière inconditionnelle ne l'ont pas fait de façon stable et prévisible. Pas forcément parce qu'elles ne nous aimaient pas, souvent parce qu'elles ne savaient pas faire autrement. Une mère aimante, mais critique. Un père présent physiquement, mais absent émotionnellement. Un parent imprévisible dans ses réactions, chaleureux un jour, distant le lendemain. Face à cette incertitude, l'enfant développe une stratégie de survie émotionnelle. Surveiller, analyser, s'adapter, anticiper, être parfaite pour mériter l'amour. Rester en alerte permanente pour ne pas être surprise par le retrait. Cette stratégie dans l'enfance était intelligente, elle protégeait. Le problème, c'est qu'elle tourne encore à plein régime à l'âge adulte, dans tous les contextes, avec tous les gens. Ce que Jade faisait cette nuit, compter les minutes, analyser les mots, construire des scénarios catastrophes à partir d'un silence, c'est son système nerveux qui fait son travail, le travail qu'il a toujours fait. Pour lui, le silence de Mathieu et l'abandon sont la même chose, automatiquement, instantanément, sans qu'elle ait le choix. C'est pour ça que savoir ne suffit pas. Jade sait qu'elle s'emballe. Ça ne l'empêche pas de s'emballer. Parce que ce n'est pas une question de logique. C'est une question de système nerveux conditionné. Et la mère de Jade dans tout ça ? La relation mère-fille, c'est souvent le premier miroir dans lequel on apprend si on est suffisante. Si on mérite d'être aimé tel qu'on est. Si l'amour est quelque chose de stable ou quelque chose qu'on gagne. Une mère qui critique beaucoup, même sans mauvaise intention, envoie un message répété à l'enfant. Tu n'es pas tout à fait assez. Pas encore. Peut-être un peu plus, si tu fais mieux. Et cet enfant grandit en cherchant partout ailleurs la validation qu'elle n'a pas reçue. Dans ses relations amoureuses, dans ses amitiés, dans son travail, dans le regard des autres. Ce n'est pas une question de manque d'amour-propre. C'est un schéma profond, ancré, qui se rejoue sans qu'on s'en rende compte. Ce qui est beau dans la nuit de Jade, même si elle ne l'a pas encore mesuré, c'est qu'elle a commencé à faire quelque chose de rare. Elle a commencé à se poser la bonne question. Pas « pourquoi il ne répond pas ?» Pas « qu'est-ce que j'ai fait de travers ?» Mais « pourquoi j'ai si peur ?» C'est toujours par là que ça commence. Pas par changer de comportement, pas par arrêter d'être anxieuse, mais par voir, nommer, comprendre d'où ça vient. Quand tu sais d'où vient l'alarme, tu peux commencer à lui parler autrement. Et toi, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie, ou quelqu'un dans ton passé, dont le regard a été le premier baromètre de ta valeur ? Est-ce que tu te reconnais dans cette surveillance silencieuse, cette façon d'analyser les signaux,
pour savoir si tu es encore aimé. Je ne te demande pas de répondre à voix haute, juste de laisser la question faire son chemin. Parce que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire pour ces relations, c'est de commencer à comprendre ce que l'on y cherche vraiment. Si tu veux aller plus loin, explorer ton propre schéma d'attachement, comprendre comment il se rejoue dans tes relations, et commencer à te construire un ancrage intérieur qui ne dépend plus du silence des autres, tout ça on travaille ensemble dans mes programmes. Et je t'offre dès à présent 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'est un quiz pour découvrir ton profil amoureux. Un quiz qui est accompagné d'une séance d'hypnose profonde pour partir à la rencontre de ton amoureuse intérieure. Le deuxième cadeau, c'est ton Boost Love 14 jours. 14 jours, 14 audios que tu reçois tous les matins à 7 heures pour mieux décrypter ton fameux Love Code, c'est-à-dire comment tu te comportes en amour et dans toutes les relations en général. Tu trouves ces 2 cadeaux directement en dessous dans la description. En attendant, prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner parce que la semaine prochaine, tu vas partir à la rencontre d'une nouvelle héroïne. Rappelle-toi toujours, tu es la priorité, pas l'option.